Voilà, j'espère. Merci beaucoup, oui. Je ne pouvais rêver meilleure introduction, en fait, pour le sujet donc, qui nous réunit aujourd'hui, donc qui est effectivement, eh bien, à travers, je dirais, quelques éléments de l'actualité, d'essayer de vous montrer un petit peu quelle était l'organisation des finances à Athènes, à l'époque qui est l'époque, l'âge d'or de cette cité, c'est-à-dire le siècle de Périclès, comme on l'appelle parfois, mais qui se confond à peu près avec le 5e siècle. Alors c'est vrai qu'en tant que, comme François l'a rappelé, historien du monde grec et plus intéressé, on va dire, dans les questions financières et économiques, on m'interpelle souvent pour me demander des renseignements ou mon avis sur la crise grecque actuelle. Alors ma réponse est généralement celle-ci, à savoir que fondamentalement, les deux économies sont assez différentes pour que l'on puisse expliquer, je dirais, l'une par l'autre, et encore moins penser qu'on pourrait retirer de l'histoire ancienne une solution miracle qui permettrait comme ça, un peu d'un coup de baguette magique, de redresser la situation grecque actuelle, dangereusement parfois compromise. Néanmoins, je dirais, toute proportion gardée et en prenant des pincettes, il y a quand même certains parallèles qui se révèlent, je dirais, à tout moins frappants, et peut-être intéressants, et qui montrent en tout cas que certains problèmes que connaît la Grèce aujourd'hui ne sont pas du tout inédits, que certains problèmes se sont déjà posés à l'époque, justement, où Athènes, et c'est un peu le contraste qu'on oppose généralement entre la Grèce actuelle et la grande Athènes de Périclès, qu'en fait, ce 5e siècle athénien a été très loin d'être un fleuve tranquille au niveau économique. Athènes a connu des difficultés, surtout à partir du moment où elle s'est trouvée plongée dans ce que Thucydide, un historien, sans doute un des plus grands historiens grecs de la deuxième moitié du 5e siècle, considérait à son époque comme la plus grande des guerres. Eh bien, ce sera une véritable épreuve pour Athènes et elle va en sortir financièrement exsangue. Elle n'aura plus rien, elle aura raclé tout, vraiment tout, de toutes les richesses fabuleuses qu'elle possédait, on en verra tout à l'heure le montant, et elle va se trouver financièrement exsangue et battue, puisqu'elle va perdre la guerre du Péloponnèse face à sa rivale Lacédémone, dit plus communément Sparte. Alors c'est intéressant de voir un peu quels étaient les problèmes, s'ils sont réellement similaires à ceux qui se posent aujourd'hui, et surtout les solutions qui ont été proposées alors pour s'en sortir. Je ne dis pas encore une fois que l'on y trouvera des solutions toutes faites, mais sans doute l'histoire peut, et je pense que c'est son rôle aussi, aider à réfléchir et du moins à remettre peut-être en perspective la crise grecque. Alors je vais procéder un petit peu, je dirais, par remontées successives dans le temps, en commençant par décrire quand même quelques grandes caractéristiques de la crise grecque actuelle et essayer, à partir de là, de voir dans quelle mesure cette situation, ces éléments, attention, je ne dis pas tous les éléments, de la crise grecque actuelle trouvent des correspondances, ou au moins des similitudes, dans l'Athènes ancienne. Alors, le problème principal, effectivement, c'est cette fameuse dette grecque. Donc, vous savez, on le rappelle assez souvent, elle est évaluée aujourd'hui à peu près à 180% du PIB. Donc, c'est une dette tout à fait écrasante. D'ailleurs, les dirigeants de Syriza voudraient la voir moins en partie supprimée. Maintenant, si vous vouliez parler de l'abolition des dettes, il fallait venir il y a 2 ans, lorsqu'on traitait de Solon, qui lui aussi aurait aboli, mais là on est au 6e siècle, les dettes qui pesaient sur Athènes. Ici, ce ne sera pas vraiment le cas, mais en tout cas, ce sera intéressant de voir si cet emprunt, cette dette publique ou souveraine, trouve des correspondants dans l'Antiquité. Est-ce que la cité empruntait, et si oui, à qui, et selon quelle modalité? Donc c'est une question qu'il faudra poser. Alors comment cette dette a-t-elle été générée? Eh bien, on pointe certaines dépenses dans plusieurs secteurs, et notamment un qui est souvent pointé du doigt, c'est le secteur de la fonction publique. Encore récemment, je pense, je crois qu'il y a eu en Grèce jusqu'à à peu près 800 000 fonctionnaires sur une population active d'environ 5 millions de personnes, ce qui fait à peu près, je dirais, un Grec sur 6 qui travaillait pour l'État.
Donc là, c'était une part importante, je dirais, des ressources qui étaient dirigées vers ce secteur. Et un autre secteur aussi que l'on pointait du doigt, c'était celui de la défense, où on a jugé que les dépenses qui avaient été consenties, notamment pour l'armement, étaient, je dirais, disproportionnées par rapport aux besoins réels de l'État grec. Eh bien, ces deux secteurs, donc celui qu'on pourrait appeler public, celui des fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes qui travaillaient en quelque sorte pour l'État, de même que le secteur de la défense, eh bien, on va le voir que ce sont aussi deux secteurs qui engloutissaient, au 5e siècle, une très grande partie, certainement, des revenus de la cité athénienne. Et puis, il y a un autre problème aussi que l'on met souvent en exergue, c'est celui de la fraude fiscale. Encore récemment, d'ailleurs, c'est une des recommandations qui a été faite, mais on va voir aussi que cette fraude fiscale, cette façon de dissimuler, on va dire, ses avoirs à l'imposition, est aussi une tradition qui remonte assez loin. Mais je dirais, voilà, c'est pour les problèmes. Maintenant, qu'en est-il des solutions ? Bien, une solution qui est souvent, je dirais, brandie, en tout cas qui revient souvent, c'est la sortie de la Grèce de la zone euro. Certains estiment que de cette façon-là, ou estimaient en tout cas, que cela aura le retour à la drachme, qui est la monnaie nationale, mais déjà depuis assez longtemps, puisque la monnaie que vous avez derrière moi, celle qui est à gauche, est une monnaie de 4 drachmes. Donc la drachme est déjà l'unité à cette époque. Que ce retour à la drachme permettrait aux Grecs de dévaluer leur monnaie, ce qu'ils ne peuvent pas faire évidemment aussi longtemps qu'ils demeurent dans l'euro. Eh bien, on verra, pour conclure, qu'à la fin de la guerre du Péloponnèse, par une manipulation, je dirais, monétaire, Athènes va s'exclure volontairement de ce qu'on pourra appeler alors le marché monétaire, ou du moins la communauté monétaire grecque. Donc voilà un petit peu tous ces éléments, qui ne sont pas les seuls, mais que je mettrai en exergue dans la crise grecque actuelle, et pour lesquels on peut essayer de retrouver des correspondants dans l'Athènes du 5e siècle. Et je vous propose d'entamer tout de suite cette remontée dans le temps. Et le meilleur document, je pense, pour aborder la façon dont la cité d'Athènes était gérée au 5e siècle, c'est de partir de cet extrait assez fameux qui est de Thucydide, donc cet historien du 5e siècle, et qui rapporte, en tout cas qui est censé rapporter, le discours qu'a prononcé Périclès, donc le grand stratège du 5e siècle, au début de la guerre du Péloponnèse, et dans un discours où, en fait, il exhorte les siens en leur faisant miroiter toutes les ressources qui étaient celles d'Athènes pour mener la guerre qui s'annonçait contre la Cédémone, et cela ne s'annonçait absolument pas comme une partie de plaisir, puisque l'armée spartiate, à l'époque, je ne parle pas de la flotte, mais de l'armée, est pratiquement invaincue et invincible, et les Athéniens avaient manifestement peur, et ça se comprend, d'affronter cette puissante rivale alors. Et Périclès donc les exhorte, et il passe en revue, avant ce passage-là, les différentes troupes. Il y a des dizaines de milliers de soldats, mais surtout ce qui fait l'avantage d'Athènes, c'est qu'elle dispose de réserves financières, donc monnayées, tout à fait fabuleuses. Voici ce que dit Thucydide, il dit « Et Périclès les invitait à se réconforter. D'une part, il leur rentrait 600 talents provenant pour la majeure partie du tribut versé chaque année par les alliés de la cité, les autres revenus exceptés. D'autre part, il disposait encore sur l'acropole de 6000 talents d'argent monnayé, car le maximum avait été de 300 talents inférieurs à 10 000, là je colle vraiment au plus près du texte grec, desquels on avait pris pour les propylées de l'acropole, donc les constructions de l'acropole, pour les autres constructions, le Parthénon notamment, et pour Potidée, qui est un siège que mènent les Athéniens depuis déjà 2 ans alors. En outre, il y avait de l'or non frappé et de l'argent dans les offrandes, privées et publiques, l'équipement dont on se servait pour les processions, ainsi que aux jeux, les dépouilles des Mèdes, donc le butin pris sur les Perses, et les autres objets de même genre, ce qui représentait pas moins de 500 talents. Il énumérait aussi les biens des autres sanctuaires, qui n'étaient pas négligeables, il pouvait en faire usage. Et en supposant que toutes les ressources leur fassent défaut, il y avait les revêtements en or pur parant la déesse elle-même, c'est-à-dire la statue chryséléphantine de Philias, qu'on n'a pas conservée, sauf par certaines copies un peu plus tardives. Et donc on allait jusqu'à imaginer qu'on puisse les retirer. Car il leur rappelait que la statue avait de l'or pour un poids de 40 talents et que tout pouvait être enlevé. Il disait que si on les employait, en cas de nécessité, il fallait intégralement les restituer. Alors, ce sont des ressources, je dirais, vous allez le voir, tout à fait fabuleuses, puisqu'ici on parle en talents. Il faut savoir qu'un talent, c'est une unité
à la fois monétaire et pondéral, on y reviendra, mais ça fait à peu près 26 kilos d'argent. Donc ça veut dire que les rentrées qui leur venaient des alliés, mais attention, j'insiste bien sur ce point, c'est que Thucydide dit il leur rentrait 600 talents provenant pour la majeure partie du tribut. Donc le tribut, c'est une espèce d'impôt que payaient les différents membres de la Ligue de Délos à la cité d'Athènes. Ces 600 talents ne représentent, je dirais, le tribut ne représente qu'une partie de ces 600 talents. Mais 600 talents, il faut savoir, ça fait à peu près 150 tonnes, ça fait à peu près 15 tonnes et demie d'argent. Ce n'est pas rien, qui rentre chaque année dans les caisses de la cité. Et la majeure partie de ces 600 talents, on va voir qu'on peut les fixer à 400 à peu près, provient du tribut. Pour le reste, eh bien, vous ferez la conversion vous-même. Thucydide nous dit qu'il y avait, à cette époque, en argent monnayé, 6000 talents, ce qui veut dire 150 tonnes d'argent sous forme de monnaie qui étaient disposées sur l'acropole. Donc ce sont des réserves qui sont tout à fait fabuleuses, dont on a mis en doute l'authenticité, mais je pense que ce n'est absolument pas à raison. Athènes disposait effectivement d'une somme pareille pour mener la guerre contre Sparte. Et vous voyez qu'on va même jusqu'à prévoir les pires des extrémités, puisqu'on parle déjà de retirer les feuilles en or de la statue chryséléphantine de Phidias. On n'ira pas jusque-là, à la fin de la guerre du Péloponnèse, mais il faut bien le dire, on n'en sera pas loin. Donc voilà, je dirais, les ressources en argent que possède la cité sont tout à fait fabuleuses. Alors j'attirerai aussi votre attention sur un aspect du discours de Périclès qui est assez éclairant quand même. Vous voyez qu'il quantifie la plupart de ses revenus ou de ses réserves, sauf quand il dit les autres revenus exceptés. Alors que sont ces autres revenus ? Eh bien en réalité, ces autres revenus, ce sont les revenus propres de la cité. C'est-à-dire les revenus qui servent à Athènes à acquitter ses dépenses courantes. Et parmi elles, on le verra, notamment le défraiement de personnes qui participent directement au fonctionnement de ces institutions. C'est-à-dire des revenus qui, s'ils ne sont utilisés à la guerre, ce à quoi ils ne sont pas destinés. En fait, ici, Thucydide détaille tous les revenus, toutes les ressources qui sont destinées à faire la guerre. Or, ces autres revenus ne le sont pas, tout simplement parce qu'ils sont obligatoires pour le bon fonctionnement de la cité. Et donc, implicitement, Thucydide, ou Périclès, fait la distinction entre ce que j'appellerais d'une part les finances militaires, qui sont effectivement ici détaillées, et sur lesquelles nous reviendrons, et puis d'autre part les finances que j'appellerais, faute de mieux, civiques, c'est-à-dire les finances, les revenus et les dépenses qui sont propres à la cité, que la cité soit en guerre ou non. C'est-à-dire vraiment celles qui lui sont propres. Et je vous proposerai, dès lors, de suivre, en fait, cet double aspect, en commençant par le versant qui est sans doute le moins bien connu, c'est-à-dire les finances que je qualifierais ici de civiques. C'est un aspect sur lequel nous sommes très peu renseignés. On va le voir, il n'y a guère que 3 textes, en réalité, qui permettent d'éclairer cet aspect des finances que je qualifierais donc de civiques. Et encore, on verra, ce sont des textes qui ne sont pas très longs, et qui en plus relèvent de genres littéraires assez différents, et qui n'ont pas tous non plus été écrits à la même époque. Alors, le premier, le plus explicite d'entre eux, c'est celui que vous avez ici, celui de Xénophon, donc, qui est un auteur grec de la première moitié, même encore un petit peu de la deuxième moitié du IVe siècle. Alors, c'est intéressant parce qu'il nous permet de fixer un chiffre, je dirais, pour ces rentrées que, rappelez-vous, Thucydide, Périclès, ne quantifiait pas. Puisqu'il nous dit « Car nous, les Athéniens, sommes entrés en guerre contre Sparte et ses alliés, donc c'est-à-dire en 431, en alignant pas moins de 300 trières, donc ce sont des bateaux, en comptant celles sur mer et dans les arsenaux. Nous possédions beaucoup de richesses dans notre cité, et notre revenu propre perçu chaque année à l'intérieur, c'est-à-dire les revenus propres, on les détaillera, et hors de nos frontières, c'est-à-dire tous ceux qui leur revenaient des alliés, n'étaient pas inférieurs à 1000 talents. » Alors, le calcul ici est assez simple. Vous retranchez à ces 1000 talents qui représentent la somme des rentrées globales, les 600 talents censés provenir des alliés, et vous obtenez la somme de 400 talents, ce qui est un ordre de grandeur, je dirais, tout à fait acceptable. Pour les rentrées d'Athènes à cette époque, il y a plusieurs autres éléments qui confirment que l'on est bien, évidemment on n'est pas à la drachme ou même à l'obol près, mais on est bien dans cet ordre de grandeur pour les revenus annuels d'Athènes.
Donc cela équivaut, pour vous donner encore une idée, à quelque chose comme 10 talents, un peu plus de 10 tonnes d'argent pur, aussi pur que l'on pouvait l'obtenir à l'époque, de rentrées propres à Athènes. Alors d'où venaient ces rentrées? Eh bien là, il faut se tourner vers un autre passage, et qui est un passage cette fois-ci d'Aristophane. Alors Aristophane, ce n'est pas du tout un historien, c'est un poète comique, plutôt c'est un auteur de pièces de théâtre, ce qui montre bien qu'en Antiquité, en réalité, on est obligé de faire flèche de tout bois, puisqu'on utilise ici des sources qui, à proprement parler, ne sont absolument pas des sources historiques. Donc c'est un peu comme si vous deviez retracer l'histoire de France au XVIIe siècle à partir des pièces de Molière. Pourtant, ça peut prêter à sourire, mais c'est exactement ce que nous faisons en Antiquité, et plus particulièrement pour la guerre du Péloponnèse, où Aristophane, en réalité, constitue véritablement l'une des sources majeures pour les questions qui nous occupent ici, à savoir les finances et même la monnaie. Il est le seul à nous donner des renseignements, parfois très précis, sur certaines manipulations monétaires qui ont été opérées alors. Et voici, dans un passage des Guêpes, une pièce qui a été jouée dans les années 420, donc dans la première phase de la guerre du Péloponnèse, et il énumère, en fait, les différentes rentrées qui sont celles d'Athènes à l'époque. Et d'abord fait le compte simplement, non avec des cailloux, mais sur ta main, du tribut qui nous revient en général des cités. Puis à côté de cela, les taxes, les nombreux centièmes, dépôts de justice, mines, marchés, ports, rentes, confiscations. Cela fait un total d'environ 2000 talents qui nous revient. De cela retire à présent le salaire des dicastes, 6000. Le dicaste, ce sont des jurés populaires, en fait, si vous voulez, donc qui siègent aux tribunaux, parce que tous les tribunaux sont des tribunaux populaires, en réalité. Il n'en réside jamais davantage de le pays. Cela nous fait environ 150 talents de dépenses. Alors attention, on n'est pas du tout dans un texte historique, donc je pense qu'on ne peut pas retenir les chiffres que nous donne ici Aristophane, ils sont très nettement exagérés. Vous voyez que les rentrées totales d'Athènes, il les porte à 2000 talents, soit le double de ce que disait Xénophon. Maintenant, attention, les ressources d'Athènes ont dû augmenter durant la guerre du Péloponnèse, on y reviendra, mais jamais pour atteindre 2000 talents. De même que 150 talents, rien que pour la paix des dicastes, ça me paraît un peu exagéré également. Par contre, on n'a pas de raison de douter des différentes postes de rentrée qui me détaillent ici, c'est-à-dire des taxes essentiellement, attention, des taxes indirectes, parce que, au rêve, à cette époque, l'imposition directe n'existe plus. C'est pas qu'elle n'a pas existé à Athènes, mais elle a été supprimée et remplacée par des taxes qui sont perçues en échange d'utilisation de bâtiments ou encore en échange de l'exercice d'une certaine activité. Donc les centièmes, ce sont aussi des taxes qui frappent à raison d'1% de la valeur d'une marchandise qui transite par le Pirée, par exemple, les dépôts de justice, les mines. Alors là, les mines, par contre, c'est certainement le poste de rentrée le plus important. Athènes a la chance de posséder sur son territoire, vous voyez ici, c'est le territoire qui est entouré, donc c'est le sud de la péninsule attique, des mines d'argent. Donc Athènes a sa propre source d'argent pour frapper son monnayage, ce à quoi ne peuvent prétendre que très peu de cités en réalité. C'est grâce à cela, évidemment, qu'elle frappe ces fameuses monnaies à la chouette, donc ces fameux tétradrachmes. Donc vous voyez ici que c'est exactement le type qui a été repris pour la pièce d'1 €. C'est la reproduction, pratiquement l'identique, de ce qui figurait au revers d'une monnaie athénienne du 5e siècle. Alors nous avons le chiffre global, nous savons d'où vient l'argent. Maintenant, il nous reste à voir où il part. Donc à quoi cela sert, à quoi sont destinés en grande partie ces 400 talents. Eh bien, je pointais tout à l'heure du doigt le secteur public, donc les fonctionnaires, secteur qui était jugé par beaucoup, je dirais, disproportionné. Eh bien, les remarques qui sont faites à ce propos trouvent déjà des échos dans l'Antiquité. Puisque on nous dit ici, dans ce texte qui est extrait d'un travail qui s'appelle la Constitution d'Athènes, qui est en fait une histoire des institutions athéniennes depuis les origines jusque dans les années 320, qu'on a attribué à Aristote, mais qui n'est pas de lui, à proprement parler, sans doute vraisemblablement, mais qui en tout cas est issu de son école. Alors que nous dit-on? Eh bien en fait, le pseudo-Aristote ici, dans sa Constitution d'Athènes, a reproduit un document qui manifestement était très défavorable à la démocratie du 5e siècle, et on fustigeait déjà le nombre de personnes qui subsistaient grâce aux revenus de l'État. Et vous voyez que ici,
on ne sera pas tendre, et ils établirent des rétributions faciles pour un grand nombre, comme l'avait proposé Aristide. Car ce qui était collecté des tribus, des taxes et des alliés nourrissait plus de 20 000 hommes. Attention, 20 000 hommes, c'est énorme, parce que la population citoyenne, je dirais moyenne à Athènes, est de 30 000 personnes. Peut-être 50 000 à la veille de la guerre du Péloponnèse, mais donc vous voyez la proportion que cela représente. Et puis on énumère. Il y avait 6 000 dicastes, on en a déjà parlé, 1 600 archers, 1 200 cavaliers, 500 membres du conseil, 500 gardes des arsenaux et en plus 50 gardes de l'acropole, environ 700 magistrats à l'intérieur de la cité et 700 à l'extérieur. En plus de cela, on nous détaille aussi toute une série de troupes qui étaient déployées lorsque la guerre fut déclarée, sans doute pour protéger la cité. Alors là aussi, étant donné le parfum un peu de contestation oligarchique qui se dégage de cet extrait, je ne sais pas si on peut prêter foi à tous ces détails. Et de toute façon, je dirais, soit les chiffres qu'on donne ici au niveau des personnes sont corrects, ou au plus ils sont acceptables, ou alors tout à fait invérifiables. Donc par exemple, on sait qu'il y avait 500 membres du conseil, qu'il y avait 6 000 dicastes, qu'il y avait 1 200 cavaliers. Pour le reste, c'est probable, mais invérifiable. Et puis de toute façon, même si l'on savait exactement combien de personnes subsistaient réellement, on ne sait pas encore combien cela coûtait réellement à l'État, parce qu'on ne sait pas véritablement quel est le salaire qu'il faut leur allouer. Est-ce que vraiment ils touchaient un salaire, ou alors est-ce que c'était un fonds qui était mis à leur disposition, avec lequel ils s'acquittaient de certaines charges, notamment la publication d'inscriptions, etc., etc. Donc on ne peut pas chiffrer malheureusement à partir de cet extrait, mais le fait est que, véritablement, il ne fait pas de doute que le secteur, entre guillemets, public, devait déjà ingurgiter une très grande partie des revenus d'Athènes à cette époque, et l'on verra d'ailleurs qu'à la fin de la guerre du Péloponnèse, ce secteur-là qui subira les coupes, on dira, les plus sombres. Alors, voilà les principaux témoignages, je dirais, que l'on possède vis-à-vis de ces finances civiques. Maintenant, 400 talents, c'est le chiffre qui représente, je dirais, les rentrées normales d'Athènes. Maintenant, évidemment, il pouvait arriver qu'il y ait des années où les revenus étaient moins bons, mais aussi des années où les revenus étaient plus qu'espérés. Alors me direz-vous, dans ce cas-là, imaginons, la question ne se pose plus malheureusement pour les hommes politiques d'aujourd'hui, mais que faire avec les excédents des revenus de l'État? Eh bien en Grèce, la solution paraissait assez simple, on les redistribuait. C'est-à-dire que tout ce qui était en plus, on le redistribuait à parts égales aux citoyens. Et il y a à cet égard une anecdote assez célèbre, puisque en 483, nous dit la tradition que j'appellerais chronographique, mais la date, à mon sens, peut être sans doute contestée, enfin, soit, ce n'est pas le but ici. Mais en 483, les revenus des mines avaient rapporté un bénéfice tel, sans talent, que l'on allait redistribuer ce excédent, vous voyez, c'est le texte qui est ici, à raison d'un certain nombre, certains textes, notamment Hérodote, disent 10 drachmes, donc 10 drachmes, c'est quand même pas rien, pour chaque Athénien. Et l'histoire est célèbre, pourquoi? Parce que Thémistocle, justement, celui qui est l'instigateur, on va dire, de la politique maritime athénienne, a dit non, plutôt qu'on redistribue cet argent parmi les citoyens, gardons cet argent et construisons avec une flotte de guerre. Ce que finalement les Athéniens accepteront, et c'est grâce à cette flotte de guerre, qui au départ a été dirigée contre l'île d'Égine, que les Athéniens vont combattre les Perses sur mer et qu'ils remporteront la bataille navale de Salamine lors de la deuxième guerre médique. Donc, au-delà de l'anecdote, il y a toujours ce principe, et qui en fait va se trouver lancinant pendant toute l'histoire de l'époque classique, de redistribution des surplus générés par l'administration. Cela peut prendre une forme tout à fait directe comme ici, à savoir on divise la somme par autant qu'il y a de citoyens athéniens. Parfois ça peut prendre des formes plus indirectes, notamment au IVe siècle, mais ce n'aura pas le temps malheureusement de traiter de ce sujet ici. Voilà pour la situation lorsqu'il y avait des bénéfices. Maintenant, lorsqu'il y avait des déficits, que faisait-on? Est-ce qu'on recourait à l'emprunt? Eh bien non, pas dans le cas des finances civiques. Lorsqu'il n'y avait pas assez d'argent,
lorsque les revenus n'avaient pas rapporté 400 talents, eh bien on préférait suspendre certaines dépenses. On a ainsi plusieurs témoignages d'orateurs, notamment Démosthène, mais pas seulement, qui nous expliquent que certains cas judiciaires n'ont pas pu être jugés parce qu'il n'y avait pas eu cette année-là d'argent pour payer les jurés populaires. Parce que ces jurés, donc, qui participaient aux tribunaux, étaient rétribués à raison d'une demi-drachme par séance. Il n'y avait pas eu l'année en question assez d'argent pour les payer, on n'a donc pas tenu les tribunaux. Par contre, il y a un secteur où l'on recourait, alors là, massivement à l'emprunt, ce sont les finances militaires. Et donc là, c'est la deuxième partie, si vous voulez, le deuxième volet de cette organisation financière. Alors, il y a quand même des ressources qui sont normalement spécialement affectées au financement de la guerre. À commencer par cette contribution des citoyens qui s'appelle l'Eisphora, et qui en fait est et c'est l'exception, une taxe qui frappe directement les citoyens en fonction de leur patrimoine. Mais attention, c'est une taxe normalement extraordinaire. Je dis bien normalement parce qu'avec les difficultés de la guerre du Péloponnèse, elle va malheureusement s'avérer récurrente pour les Athéniens. Mais donc c'est une taxe qui normalement n'est levée que lorsque la cité a des dépenses à faire dans le domaine militaire. Et chaque citoyen y était assujetti en fonction de ses biens, des biens qu'il possédait. Mais attention, cette assise reposait uniquement sur la déclaration que faisaient les Athéniens de leurs avoirs. Donc vous imaginez que les fraudes étaient assez fréquentes, parce qu'on ne déclarait finalement pas tout ce que l'on avait, surtout que les sommes, je dirais, en espèces, en monnaie, étaient facilement dissimulables, et d'autant plus qu'il n'y avait pas vraiment de ministère public pour faire la chasse aux fraudeurs. Le seul moyen, je dirais, de dénoncer un fraudeur, c'est qu'un citoyen le fasse, dans certaines circonstances assez particulières. Mais, je dirais, l'Eisphora, donc cet impôt qui frappe les citoyens, ne comptait finalement dans une proportion relativement faible, au début en tout cas, dans le financement de la guerre. Par contre, il y a une autre ressource qui était normalement spécialement affectée, c'était le tribut. Donc, cet impôt, si on peut l'appeler comme ça, qui était exigé par Athènes des membres de la Ligue de Délos, et qui avait été formée en 478, un peu après la Deuxième Guerre médique. Alors, cet impôt, on l'a vu, le montant en était, je pense, on peut le fixer par certains documents épigraphiques, à 400 talents, c'est-à-dire 10 tonnes d'argent par an, l'équivalent des rentrées d'Athènes. Alors, on a beaucoup, je dirais, fantasmé à propos des revenus procurés à Athènes par le tribut, et peut-être avez-vous appris également que c'est le tribut qui avait financé les constructions de l'acropole. Donc vous avez ici une image, le Parthénon, les propylées. Donc les Athéniens étaient plus fiers encore des propylées, je dirais, que du Parthénon. Néanmoins, je dirais, en réalité, même si 10 tonnes d'argent, pour parler dans des mesures actuelles, ça représente beaucoup dans l'absolu, en fait c'est très peu comparé à ce que coûte réellement une guerre à cette époque. Alors je parlais des livres d'école, où on apprenait encore que le tribut avait servi à financer le Parthénon ou l'acropole. Mais je vous propose, pour rester dans ce domaine, donc des livres d'école, un petit calcul, un petit problème de mathématiques qui a trait cette fois-ci à ce qui est illustré ici, la flotte athénienne, donc les trières, ces navires de guerre, donc vous voyez ici une reconstitution, qui étaient des bateaux qui, attention, n'étaient pas du tout des bateaux destinés à aller en haute mer, c'est des bateaux avec un très faible tirant d'eau, mais qui allaient très vite, qui étaient très manœuvrables par des rames notamment, et qui servaient à la guerre essentiellement, aux batailles navales. Alors, combien coûtait l'entretien de tels bateaux qui étaient vraiment des Formule 1 des mers? Eh bien, la solde normale d'un matelot était d'1 drachme par jour. Il y avait 200 matelots sur une trière, ce qui veut dire que en un mois d'entretien coûtait 6000 drachmes, ou alors, c'est la même mesure, si vous voulez, la transposition, 1 talent d'argent. Donc 1 talent d'argent par mois pour une trière. Dans ce cas-là, avec 400 talents, combien pouvez-vous entretenir de trières? Eh bien, la réponse
est celle-ci. Avec 400 talents, vous entretenez 50 bateaux pendant les 8 mois de la saison navigable. Parce qu'évidemment, on ne peut pas naviguer, même en Méditerranée, toute l'année. Comment ne pas mettre cette estimation, toute mathématique, en rapport avec cet extrait de Plutarque, dont on a souvent décrit l'authenticité, mais à mon sens pas à bon droit, qui disait ceci: « Chaque année, il, Périclès, faisait prendre la mer à 60 trières montées de nombreux citoyens qui naviguaient pendant 8 mois en touchant une solde. En même temps, ils s'entraînaient, s'instruisaient dans la science de la navigation. » Que représente cette flottille? En fait, ce n'est pas simplement pour exercer les Athéniens à l'art de la navigation, non. Je pense que, plus fondamentalement, il s'agit de la flotte qui assurait la police en mer Égée. Parce que ce qu'on appelle l'Empire d'Athènes était à la fois, à cette époque, militaire sans doute, mais aussi commercial. Et le commerce, ou le bon fonctionnement du commerce, nécessite aussi la sécurité des mers. A contrario, au IVe siècle, lorsqu'Athènes n'a plus sa flotte, n'a plus les moyens, elle aura énormément à souffrir de la piraterie, qui reste un problème vraiment en Méditerranée récurrent. Donc cette flottille, eh bien, en fait, c'est en quelque sorte la police des mers, celle qui est chargée de faire régner l'ordre pour faire en sorte que le commerce se déroule normalement. Mais dans ce cas-là, me direz-vous, si le tribut sert à financer cette police, cette flotte des mers, mais qui finançait dans ce cas-là, les opérations militaires? Eh bien, pour financer les opérations militaires, on recourait en réalité à l'emprunt. Mais emprunter à qui? Pas à des États étrangers, pas à d'autres cités, pas non plus à des organismes bancaires. À cette époque, ils sont encore embryonnaires et surtout, je dirais, dans le domaine du privé, dans la sphère privée. Non, en fait, on emprunte aux divinités. En premier lieu, à la divinité tutélaire, qui est Athéna. Il y a, je dirais, un cas qui le montre on ne peut plus éloquemment que c'est Athéna qui finançait, par le biais d'emprunts, les expéditions militaires athéniennes avant la guerre du Péloponnèse, mais aussi, on va le voir, au début de la guerre du Péloponnèse. Ce cas, c'est celui-ci, c'est celui d'une expédition que les Athéniens ont menée contre Samos, dont vous avez ici la localisation géographique sur la carte, quelques 10 ans, on va dire, avant le début de la guerre du Péloponnèse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les trésoriers d'Athéna ont enregistré le prêt qu'ils avaient consenti à la cité pour financer cette expédition militaire. Et le prix, vous l'avez ici, au bas de la stèle, il fait 1400 talents. 1400 talents qui ont été empruntés alors pour financer ces expéditions militaires. Alors, de quelle ampleur étaient-elles, ces expéditions militaires? Eh bien, grâce à Thucydide, on peut le déterminer assez précisément. Thucydide nous dit que c'est une opération militaire qui a duré 9 mois et qui a requis 160 trières. Donc faites le compte, 9 mois de défraiement pour 160 trières, ça vous fait 1440 talents. On est tout à fait dans l'ordre de grandeur des emprunts contractés par les Athéniens pour cette expédition auprès de leur déesse. Donc la déesse a pratiquement tout payé. Ayez bien cet exemple en tête, puisque nous sommes ici une expédition militaire de 9 mois à raison de 160 trières, qui a coûté 1400 talents. Songez à la guerre du Péloponnèse, qui a duré de 431 à 404, donc soit plus de 30 ans, presque 30 ans, avec des interruptions quand même, et où toute la flotte de guerre athénienne, c'est-à-dire 300 trières, était impliquée. Donc ça vous donne une idée des coûts que cela représente. Alors attention, ces expéditions militaires, ces emprunts, étaient avant tout considérés comme des investissements. Parce que dans la plupart des cas, les Athéniens remboursaient après la déesse. En fait, une expédition idéale, c'est le scénario suivant. On emprunte à la divinité la quasi-totalité de ce dont on a besoin. Athènes remporte la victoire assez rapidement, 9 mois, dans le cas de Samos. Après, eh bien, on impose aux vaincus les réparations de guerre, évidemment, donc c'est à eux à repayer. Et puis au passage, on fait une plus-value par le biais du butin, ou encore en confisquant certains territoires et en consacrant le revenu à la déesse. Donc je dirais que c'est une bonne opération pour les Athéniens. C'est une bonne opération, effectivement, aussi longtemps que la guerre est courte et qu'Athènes est victorieuse. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui s'est passé durant la guerre du Péloponnèse, qui fut une guerre longue, et où Athènes, évidemment, en est sortie
financièrement exsangue. Et pourtant, Athènes a commencé, je dirais, cette guerre du Péloponnèse selon la même logique, c'est-à-dire en empruntant massivement à sa divinité. Alors, là aussi, nous avons un document qui est un document qui, cette fois-ci, n'est pas issu à proprement parler des trésoriers d'Athéna, mais qui est issu d'un groupe de magistrats qu'on appelle les logistes, qui en fait sont des magistrats qui calculent, donc qui font les comptes, qui établissent les comptes, et en 423, donc c'est-à-dire même pas 10 ans après le début de la guerre du Péloponnèse, on a demandé à ces logistes de calculer, combien les Athéniens doivent à ce moment-là, c'est-à-dire en 423, la divinité, et deuxièmement aussi, malheureusement, là l'inscription est mutilée, les intérêts qui courent, parce que ce sont de véritables emprunts. Donc la déesse prête, mais elle prête à intérêt. Attention, au début de la guerre du Péloponnèse, assez tôt, elle a réduit ses taux d'emprunt, mais quand même, je dirais, cela reste de véritables emprunts, c'est-à-dire qu'ils sont censés être remboursés. Et avant la guerre du Péloponnèse, on a effectivement des inscriptions qui nous montrent que les Athéniens remboursent. On a comme ça une inscription qui nous parle de 3000 talents que les Athéniens ont remboursés peu avant la guerre du Péloponnèse, sans doute en 434. Or, voici, je dirais, le bilan que dressent ces logistes en 423, donc finalement peu après le début de la guerre du Péloponnèse, et vous voyez que le montant est tout à fait ahurissant. 5599 talents ont déjà été empruntés. Et on n'a pas encore terminé cette guerre du Péloponnèse. Rappelez-vous que Thucydide nous disait qu'il y avait, au début de la guerre, 6000 talents. Donc, vous voyez que cette façon de procéder, encore une fois, s'est révélée totalement inopérante pour la guerre du Péloponnèse. Et d'ailleurs, on voit bien que les Athéniens, même si ils étaient forcés de recourir à cet emprunt, ont quand même essayé de réajuster le tir, si on peut dire les choses de cette façon-là, en cours de guerre du Péloponnèse. Grâce à Thucydide, on peut pas facilement, mais en tout cas, on peut proposer une estimation pratiquement année par année de ce que coûtait la guerre aux Athéniens. Parce que Thucydide est très précis. Il donne le nombre de troupes qui est employé, il donne aussi généralement la durée des opérations, ce qui fait qu'on peut proposer une estimation de ce qu'a dû coûter la guerre du Péloponnèse. Donc vous voyez ici dans le tableau une estimation en fonction, je dirais, des sources, de ce qui est disponible. Donc, parfois Thucydide est un peu imprécis, mais disons, ça nous donne quand même certains ordres de grandeur. Vous voyez que la guerre coûte relativement cher. Et vous voyez aussi qu'au début, au début de la guerre du Péloponnèse, en 431, vous voyez que la guerre aurait dû coûter à peu près un peu plus de 1000 talents. Et vous voyez qu'à côté, par contre, en dehors de la colonne, vous voyez ce que l'on a emprunté à Athéna. Alors parfois les montants, par exemple le premier 273 talents, c'est pas beaucoup, me direz-vous, mais c'est parce qu'en fait la stèle est mutilée. Mais vous voyez, et c'est tout à fait éclairant pour 431, où là nous avons, je dirais, le chiffre en entier, vous voyez qu'on a emprunté 1317 talents, alors que, évidemment, Thucydide, et les estimations qu'on peut faire à partir de son texte sont sans doute assez basses, mais vous voyez qu'on a emprunté plus que l'estimation que l'on peut faire à partir de Thucydide. Donc c'est-à-dire qu'on est dans la même logique. On est toujours dans la logique, on emprunte pratiquement tout à Athéna. Par contre, si vous regardez les dépenses après le trait qui sépare la colonne, vous voyez que les emprunts, désormais, sont assez faibles. On parle de 262 talents, de 130 talents, alors que les dépenses, par exemple, en 425-424, sont estimées à un peu moins de 1000 talents. Ce n'est pas une erreur, tout simplement, les Athéniens s'étaient bien rendus compte que l'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'au bout de quelques années, les caisses seraient totalement vides. Alors qu'a-t-elle fait ? Eh bien, elle a essayé de trouver de l'argent autre part. Et on a, les témoignages épigraphiques et littéraires d'ailleurs sont assez clairs sur la question, on a augmenté en réalité le tribut des alliés, jusqu'à ce qu'ils deviennent pratiquement, pour ces alliés, insupportables. Donc il y a certains qui ont vu leur contribution doubler. Mais Athènes n'avait pas le choix, en fait. C'était la seule façon de trouver des moyens pour financer la guerre. Et là, on va assister à un rééquilibrage, on va dire, entre la contribution des alliés à la guerre et celle des Athéniens par le biais des trésors
de leur divinité, parce qu'Athéna, j'en parle souvent, mais n'est pas la seule à prêter de l'argent aux Athéniens, tous les autres dieux vont être mis à contribution. Donc on a réévalué, je dirais, la place respective du tribut et des trésors sacrés dans le financement de la guerre, dans le courant de la guerre du Péloponnèse, parce qu'on n'avait pas le choix. Athènes n'aurait pas pu tenir ce rythme. Donc c'est je dirais, un basculement, et c'est sans doute de cette époque que datent toutes les accusations, ou tout, je dirais, le tableau un peu sombre que l'on dresse des exactions d'Athènes vis-à-vis de ses alliés. Parce qu'au début, je ne pense pas que le tribut était réellement insupportable en 431, par contre, il l'était réellement dans les années 420. Et donc tout cet aspect négatif et toute cette utilisation parfois jugée abusive du tribut des alliés par Athènes, je pense, date en réalité de cette période où la pression était extrêmement forte et Athènes se montrait parfois, les Athéniens se montraient parfois très pressants quant à la collecte des tribus. On a plusieurs mentions de vaisseaux qui sont spécialement envoyés pour les collecter tous les moyens étaient bons, je dirais, pour que les contribuables s'exécutent alors. Alors cette situation, ce réajustement, va leur permettre d'atteindre, je dirais, assez péniblement, la fin de la première phase de la guerre que marque la paix de Nicias. La paix de Nicias qui a été conclue en 421 et qui était un peu une respiration pour Athènes et sans doute aussi pour ses alliés, parce qu'Athènes a dû à ce moment-là relâcher un peu la pression au niveau du tribut, parce qu'il était difficile d'exiger des sommes, des contributions aussi fortes, alors que formellement, Athènes et Sparte étaient désormais en paix. Cette paix, malheureusement, ne va pas durer longtemps, puisque même pas 10 ans après, la guerre entre Sparte et Athènes va de nouveau être déclarée ouvertement, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus, je dirais, tragique pour Athènes. Cette guerre recommence en 413, à un moment vraiment très mal choisi pour Athènes. Elle vient de se lancer dans une expédition de très grande envergure en Sicile, en 415, expédition qu'elle va perdre, mais vraiment à plat de couture. Toute la flotte qui est expédiée sera anéantie et la plupart des Athéniens qui n'ont pas été massacrés finiront leur vie dans les carrières de pierre à Syracuse. Donc c'est un très mauvais moment, et ce n'est pas anodin évidemment, que choisit Sparte pour réouvrir les hostilités. Et attention, elle le fait cette fois-ci de manière beaucoup plus pernicieuse pour Athènes, puisque Sparte va désormais occuper un endroit de manière permanente en Attique, qui est l'œdème de Décélie, que vous voyez ici sur la carte entourée, qui est une localité de l'Attique, et où Sparte va établir une garnison permanente. Garnison, c'est-à-dire un point de repère à partir duquel elle va se livrer à toute une série d'exactions sur le territoire attique. Et notamment, et ce qui est pire encore, c'est que Décélie, l'occupation de Décélie, va les empêcher de se ravitailler grâce à l'Eubée qui est normalement à droite ici de l'Attique. L'Eubée qui était vraiment le grenier à blé alors de l'Attique, eh bien la route terrestre passait vraisemblablement par Décélie, ce qui fait que désormais, pour se ravitailler, les Athéniens devront faire tout le tour de la côte par bateau pour arriver au Pirée, ce qui coûtait, nous dit Thucydide, beaucoup plus cher. Alors, qui leur avait suggéré ce scénario ? Eh bien, ce n'est autre que le fameux Alcibiade. Vous voyez ici le livre, ou le titre du livre de Rhodes résume assez bien la carrière, Athénian playboy, général et traître. Ça, pour trahir, il a trahi, puisque au départ, c'est un Athénien, qui a été l'instigateur de cette fameuse expédition de Sicile qui a très mal tourné, mais il a quitté le navire, je dirais avant que ça tourne mal, il était se réfugier chez qui ? Eh bien chez les Spartiates, à qui il a suggéré justement le plan de l'occupation de Décélie, et pas seulement, mais alors on va pas rentrer ici dans le détail, mais il aura une vie tout à fait rocambolesque, parce qu'après il va rentrer en grande pompe à Athènes, accueilli comme un sauveur, pour après se faire de nouveau détester, et finalement finir tué en Perse, alors qu'il avait trouvé refuge chez les ennemis héréditaires des Grecs à ce moment-là, les Perses. Mais cette nouvelle phase de la guerre, qui commence en 413, s'annonce très mal pour Athènes, donc je vous le disais, et au niveau financier, ce n'est pas non plus la période de gloire, puisque Athènes n'a pas eu le temps de se refaire une santé financière, et très certainement, je dirais, l'expédition de Sicile était en partie
accepté pour cela. Alcibiade avait l'objectif de faire du butin dans cette expédition, qu'il jugeait encore une fois facile, qui aurait permis de renflouer les caisses sans devoir trop pressurer les Alliés qui en avaient marre, je dirais, à la fin de cette première phase de la guerre du Péloponnèse. Alors, la situation financière d'Athènes va très mal, et pourtant, je dirais un moment assez inattendu, en 410, donc quelques temps après, on trouve de manière assez inattendue des signes d'embellie financière. Alors que remarque-t-on ? Eh bien que les Athéniens, en 410, alors que militairement ce n'est pas la gloire, ils proposent, par un décret qu'on a conservé, donc c'est une décision officielle de l'Assemblée, de rembourser leurs divinités. Des dettes qui sont tout à fait colossales et qu'on n'a jamais remboursées, c'est-à-dire des milliers et des milliers de talents. Et tout d'un coup, en 410, ils s'en sentent la force de les rembourser. Et autre chose aussi tout à fait inouïe, eh bien, ils reprennent les constructions de l'acropole. Notamment, ils terminent l'Érectéon sur l'acropole. Nous avons également aussi les documents financiers relatifs à cela. Alors, comment cela est-il possible ? Eh bien, cela est possible en réalité parce qu'Athènes a réformé fondamentalement, je dirais, la façon dont elle gérait alors ses finances. Elle a opéré des coupes très sombres dans en fait, les deux secteurs qui étaient les plus dispendieux au début de la guerre du Péloponnèse, à savoir celui des fonctionnaires et celui de l'armée. Rappelez-vous, toute cette liste de personnes qui touchaient des rétributions de l'État que détaillait le pseudo-Aristote, eh bien de tout ça, il n'en reste plus rien en 410. Voici ce qu'on nous dit alors. Siégeront pour 1 an comme conseillers les citoyens âgés de plus de 30 ans sans aucune indemnité. De ce nombre seront compris les stratèges, les 9 archontes, les hiéromnémons, les taxiarques, hipparques, philarques et commandants des garnisons, 10 trésoriers des richesses sacrées des autres dieux, 20 zélénotames et autres trésoriers chargés de tous les autres fonds publics. Ces derniers auront à leur disposition des hiéropes et des épimélèdes, 10 chacun. En réalité, Athènes choisit de ne plus payer ces différents magistrats. Et ces salaires ne seront qu'en très faible partie de nouveau d'actualiser au IVe siècle. Au IVe siècle, on assiste à une démocratie où en fait on ne paye plus ou pratiquement pas les magistrats. Ce qui indique aussi que les personnes qui occupent ces fonctions sont d'une nature un peu différente de celle du Ve siècle. Au Ve siècle, on pouvait exercer une fonction pas pour le service de l'État, mais tout simplement parce que cela procurait une rétribution. Au IVe siècle, ce n'est plus le cas. Au IVe siècle, même à la limite, vous y allez de votre poche. Donc ce n'est plus les mêmes personnes, si vous voulez, qui exercent les fonctions. Au IVe siècle, ce sont des personnes qui ont une certaine aisance. Et en réalité, en fait, la démocratie du Ve siècle n'est pas du tout la même que celle du IVe siècle. La démocratie du IVe siècle est, je dirais, beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus de nature oligarchique, on va dire, que la démocratie jugée libérale ou encore effrénée ou ultra du Ve siècle à l'époque de Périclès. Donc on restreint les dépenses dans ces domaines, on ne va ne plus payer, je dirais, ceux qui sont au service de l'État. Et vous me direz, l'autre source de dépenses, l'armée. Bien l'armée, on ne va plus la payer non plus. Alors, comment a-t-on pris cette décision ? En réalité, c'est un épisode de la politique intérieure d'Athènes qui va amener petit à petit à cette rupture. En 411, il y a une révolution à Athènes, une révolution dite oligarchique. C'est-à-dire que le régime démocratique va être aboli et on va le remplacer par un régime où le gouvernement sera aux mains de 400 membres. C'est d'où l'appellation de ce régime qu'on appelle régime des 400. Alors ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est lorsque cette révolution survient à Athènes, c'est qu'une bonne partie des citoyens sont basés à Samos, rappelez-vous sur la carte, ils servent dans la flotte, ils sont basés à Samos, là, avec les troupes. Et ces matelots de la flotte, basés à Samos, vont refuser d'adhérer au nouveau régime oligarchique athénien. Et c'est intéressant parce que Thucydide explique que là, techniquement, il y a 2 cités d'Athènes. Il y a la cité dans les murs d'Athènes et puis l'autre cité d'Athènes qui est alors à Samos. Peu importe toutes les implications que ça a au niveau institutionnel. Et d'ailleurs, je crois que c'est Thucydide aussi qui explique à ce moment-là que ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais bien les hommes, d'où
la flotte de Samos. Mais ce qui est évident, c'est que les oligarques d'Athènes ne vont plus payer les matelots de la flotte à Samos. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, les matelots de la flotte à Samos vont se débrouiller tout seuls. Et ils vont se débrouiller assez bien. Débrouiller assez bien, comment ? Eh bien, ils vont demander aux cités de leur donner des contributions volontaires. Bon, quand ça ne marche pas, évidemment, on vient les chercher soi-même. Ils vont aussi s'installer à des endroits stratégiques et faire payer des droits de passage, ou vivre carrément en pillant le territoire. Et cela fonctionne. Et ces armées de la fin du IVe siècle, en fait, vont annoncer, de la fin du Ve siècle, pardon, vont annoncer les armées athéniennes du IVe siècle. Les armées athéniennes du IVe siècle, et là les textes sont là aussi pour le dire, elles sont soit très peu, soit pas payées du tout au départ d'Athènes. On dit aux stratèges, débrouille-toi, on te donne 60 talents, avec ça tu as de quoi payer quelques mois de tes troupes, et puis pour le reste tu te débrouilles. Et ça va même aller jusqu'à un moment donné où c'est même la flotte qui va procurer des revenus à Athènes. Donc on est là dans une situation, je dirais, totalement inverse. Ce serait aussi trop long d'entrer dans le détail, mais cette façon de procéder va avoir une incidence assez considérable sur la politique extérieure d'Athènes au IVe siècle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va remarquer qu'Athènes va agir essentiellement à l'extérieur, va intervenir militairement, essentiellement dans le cadre d'appel à l'aide de la part d'une cité ou d'un monarque étranger. Alors pourquoi ? C'est pas parce qu'Athènes est spécialement philanthrope, non, tout simplement parce que les règles de la guerre veulent que celui qui appelle à l'aide une troupe eh bien, participe en partie à son financement. Et donc ça permettait à Athènes de faire la guerre, je dirais, à moindre coût que d'intervenir dans le cadre d'appels qui lui étaient faits de telle ou telle cité. Il y a des cas où elle a dû intervenir toute seule, hein, notamment lorsqu'elle a été en guerre contre ses alliés, et là, encore une fois, ça a été un coup très dur pour la cité, financièrement. Alors me direz-vous, et les emprunts ? Et les emprunts à Athéna ? Eh bien, les emprunts, à ma connaissance, nous n'avons aucun document qui permette de dire qu'ils ont été un jour remboursés. Et donc, de ces richesses fabuleuses, nous n'en trouvons absolument plus aucune trace au IVe siècle. D'ailleurs, on n'a plus de documents épigraphiques qui nous détaillent des prêts donnés par les trésoriers d'Athéna à la cité. Il n'y avait plus de fonds. Donc, Athéna n'a jamais, je dirais, revu la couleur de son argent, mais je pense que Athéna se remontrera sans doute, s'était montrée sans doute plus qu'aimante que ne se montrera Anguilla. Alors, cette réforme, je ne sais pas si on peut vraiment parler de réforme, mais je dirais plutôt même de révolution financière, mais vous l'aurez compris, en réalité, les finances d'Athènes au IVe siècle commencent à la fin du Ve siècle, c'est là vraiment qu'on va poser les bases, ne va néanmoins leur permettre de souffler que pendant quelques années seulement. À partir de 409, donc oui, un an après seulement, on remarque que les difficultés financières reviennent. Et Athènes va devoir puiser dans tout ce qui lui reste de ressources. Elle va vraiment racler les fonds de tiroir. Donc quand Thucydide disait au début de la guerre du Péloponnèse que peut-être il faudrait refondre les offrandes en métaux précieux, eh bien ce sera effectivement fait. Nous avons les inventaires des pièces du Parthénon avant le début de la guerre du Péloponnèse, nous les avons après, eh bien après, il ne reste plus rien non plus. Tout ce qui était vase précieux en argent a été refondu pour frapper des monnaies. On n'ira pas jusqu'à enlever les feuilles d'or de la statue de Phidias, mais par contre, on dépouillera de leur or les statues de Niké, donc de victoire, que les Athéniens dédiaient à leur divinité à l'occasion de victoires qu'ils avaient remportées. Vous avez ici un exemple, une reconstitution de ce à quoi pouvaient ressembler ces victoires, et vous avez à côté une monnaie d'Athènes qui est censée avoir été frappée avec l'or de ces victoires. Et d'ailleurs, pour bien indiquer que l'on avait utilisé l'argent des victoires, on avait ajouté au type d'Athènes une branche, un rameau, une palme, si vous voulez, pour bien montrer que c'était de cet argent, de cet or, que provenait le métal qui avait été monnayé. Donc Athènes, vraiment, racle les fonds de tiroir pour financer la guerre. Mais là encore, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas et à la fin, donc disons quand elle aura tout épuisé,
jamais ne se résoudront, en tout cas on n'a pas écho, à dépouiller la statue de Phidias. Notez que les Athéniens, l'anecdote est assez amusante, donc ils ne vont pas rembourser non plus les feuilles d'or qu'ils vont prendre sur les niquets. Par contre, on va retrouver dans les inventaires du IVe siècle le cœur en bois de ces niquets. Donc ça, ils les avaient conservés, et on indiquait donc dans les inventaires les structures en bois de la statue de Niké. Mais pour le reste, l'or n'y a jamais été reposé. Alors, à la fin, lorsqu'ils n'avaient plus rien, eh bien, les Athéniens ont été contraints d'opérer ce qu'on pourrait appeler une manipulation monétaire, assez, je dirais, inédite, en tout cas à l'échelle d'un État, et qui va en quelque sorte créer l'une des premières, sans doute, monnaies fiduciaires. Alors, pour expliquer un petit peu, eh bien, à cette époque-là, la valeur d'une monnaie est intimement liée à sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire que, grosso modo, une monnaie à cette époque-là est avant tout un petit lingot d'argent qui répond à des normes métrologiques assez strictes. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur, toutes les unités que j'ai employées, notamment drachme, notamment talent, ce sont certes des unités monétaires, mais ce sont aussi des unités pondérales. Donc, c'est-à-dire, ça correspond aussi à un poids. Un talent, ça correspond à peu près à 26 kg d'argent. Donc, si vous voulez, à Athènes, une drachme d'argent, une pièce d'une drachme, c'est avant tout un lingot qui pèse une drachme. Donc, la valeur, je dirais, intrinsèque est égale ou pratiquement à sa valeur faciale. Or, à la fin de la guerre du Péloponnèse, Athènes va se démarquer de cette marque, de cette règle qui est en vigueur dans pratiquement toutes les cités. Et là encore, c'est une opération quand même assez importante, je dirais, au niveau de l'histoire monétaire, et qui pourtant est assez mal documentée. Encore une fois, il faut se tourner vers l'un des seuls témoins de l'époque, c'est-à-dire, une fois encore, Aristophane. Aristophane, qui, dans une pièce qui, cette fois-ci, a été écrite après la guerre du Péloponnèse, mais qui évoque, je dirais, ce qui s'est passé alors, il nous parle de pièces de bronze qu'Athènes a frappées. Et, nous dit-il, lorsque nous avons pris un décret sur ces fameuses pièces de cuivre, ne t'en souviens-tu pas? Attention, le fait que c'est bien une décision de l'Assemblée qui a créé cette monnaie est importante. Et puis, bon, il rigole là-dessus pour disant qu'à un moment donné, à partir du moment où on a dit « Ah, maintenant on ne se sert plus de bronze », ben, toute la valeur de sa monnaie a disparu, s'est évaporée automatiquement. Alors, ces monnaies en bronze dont parle Aristophane, eh bien, les numismates ont proposé, depuis plus d'un demi-siècle déjà, de les identifier non pas sur la monnaie du dessus, mais comme ça vous avez encore un autre exemple de tétradrachme en argent, mais sur les monnaies du bas. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser à travers la pièce d'Aristophane, ce ne sont pas des monnaies entièrement en cuivre. Ce sont des monnaies qui, certes, dont le cœur, je dirais, est du cuivre, mais qui sont recouverts d'une fine pellicule d'argent. C'est ce qu'on appelle, en termes numismatiques, des monnaies fourrées ou saucées. C'est-à-dire que le cœur est de bronze et le dessus est recouvert d'une pellicule d'argent. Alors, me direz-vous, mais pourquoi avoir recouru à ce subterfuge? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait, quand même, entretenir encore l'illusion que l'on se servait de l'argent. Parce que les monnaies de bronze qui ont été émises à ce moment-là, on est là dans les années 406, n'ont rien de comparable avec les monnaies de bronze que les cités grecques vont émettre assez couramment, même Athènes, au IVe siècle. Parce que ces monnaies de bronze du IVe siècle, même pour certaines elles sont plus anciennes, en fait respectaient un ratio assez précis entre l'argent et le bronze. C'est-à-dire que le bronze valait beaucoup moins, 100 fois moins peut-être, à peu près, que l'argent. Or ici, ce que l'on demandait aux Athéniens, c'était d'échanger ou de considérer cette monnaie fondamentalement en cuivre comme son équivalent en argent. Et évidemment, je dirais, ce cours forcé n'avait vigueur qu'au sein des limites de la cité. En dehors de la cité d'Athènes, mais ça redevenait une monnaie fondamentalement de bronze. C'est pour ça que cette décision est une décision, nous dit Aristophane, de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui a décidé, si vous voulez, de se démarquer de la norme, qui est celui de la valeur intrinsèque de la monnaie, pour créer
si vous voulez, une espèce de communauté monétaire athénienne, où Athènes a désormais ses propres règles et où on peut faire équivaloir, avec le consentement, je dirais, des membres de l'Assemblée, une monnaie de bronze pour une monnaie d'argent. Mais évidemment, cela n'avait pas cours à l'extérieur. Et on peut dire, je dirais, toute comparaison gardée, que Athènes est finalement la première cité à avoir fait tourner la planche à billets. Parce qu'on a dû promettre aux utilisateurs que cette mesure ne serait que temporaire et qu'au bout d'un certain temps, ils pourraient échanger leur monnaie en bronze contre du bon argent. Cela s'est fait dans les circonstances que décrit Aristophane, donc qui ne sont pas très claires et qui sont là avant tout pour prêter au rire. Mais ça a été fait, mais ils ont quand même dû attendre, si on considère que les monnaies ont été frappées en 406, ils ont quand même dû attendre un peu plus de 10 ans, puisque ces monnaies de bronze ne seront pas retirées avant 393. Et cela n'a été possible, en réalité, que grâce à des subsides qui leur avaient été donnés, donc donnés à Athènes, par ceux qui, depuis le 5e siècle, et surtout depuis, je dirais, la fin des guerres médiques, constituaient les ennemis héréditaires des Grecs, c'est-à-dire les Perses. Oui, c'est grâce aux Perses que les Athéniens ont pu retirer leur monnaie d'argent. Ce sont les Perses qui, en réalité, ont injecté de l'argent dans l'économie athénienne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour qu'ils reprennent la lutte contre Sparte, parce qu'à cette époque, Sparte a débarqué en Asie mineure et essaye de reprendre au grand roi les cités. Mais cela, je dirais, est une autre histoire, je vous la conterai peut-être, mais en attendant, je vous propose d'en rester là. Et je vous remercie de votre attention et attends vos remarques et vos questions.